Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à Just the NFT Frog Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Vivi Max de la chaîne 101 Pop qui va nous parler de Vivi, un petit peu d'autres projets NFT, de son projet vidéo YouTube pour la chaîne 101 Pop. Question un peu création de contenu. Donc on fait un gros survol de tout ça ensemble. Super podcast. Je vous invite à ne pas en manquer une goutte. Donc on commence right away. Ok, attends, je vais juste me... J'ai des photos de la famille. Et ici. Voilà. Et c'est bon pour moi. Great, ben là, avant de commencer, juste rapidement, de toute façon, là, tu me disais, tu voulais qu'on fasse notre vidéo qu'on va faire là en ce moment après ton vidéo sur les comics. Là, j'ai pas trop compris de quoi tu me parlais. Là, je me disais, peut-être tu vas me l'expliquer avant qu'on commence. C'est quoi ton truc sur Alors, les comics? je vais faire un nouveau format qui est un podcast. Okay. Et le podcast, il va... Attends, je vais me recentrer un peu. Non, ouais, comme ça. Donc, le podcast, c'est le moment de prendre son temps pour voir des éléments un petit peu plus poussés sur la collection. Et en vrai, c'est le travail que je fais, c'est de prendre la collection physique, son histoire. Et nous, je pose la question au milieu du podcast. En gros, on est où et vers quoi on va? Donc, comme ça, on a un aperçu historique. Surtout pour des collections de long terme comme les timbres, comme les cartes, comme les comics, etc. Donc le premier sera sur le comics et la bande dessinée de manière plus générale, mais le comics, il y a vraiment un aspect collection beaucoup plus poussé que le reste. Ouais. Et du coup, à partir de là, de se dire, bon, voilà, ça, il s'est passé tout ça. Aujourd'hui, on en est là, donc c'est quoi les perspectives et vers qu'est-ce que je peux imaginer? Donc c'est purement de la prospective finalement, de se dire bah tiens, il pourrait se passer tel chemin, parce que en vrai il y a déjà eu ça comme cycle et tout. Donc faire ça sur les comics, sur les timbres, sur les cartes, sur les voitures, les miniatures de voitures. Voilà, okay, c'est un peu ça l'idée. Pas juste les comics, faire un par mois. Donc j'ai du mal à le sortir parce que j'ai vraiment beaucoup de travail ces derniers temps et là encore. Mais il est quasiment fini. En tout cas, le texte est fini, quasiment fini d'enregistrer. Je voulais le sortir là cette semaine, mais visiblement, ça sera plutôt la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de souci. C'était juste, en gros, ce que je voulais dire. Mais c'est en décalage, du coup, donc ça marche pas. C'est à la rigueur, t'écoutes le podcast. Et on aurait pu parler à partir de là, mais c'était de la prospective. C'était vraiment le futur du comics en numérique et son lien avec la blockchain. Pour le comics, c'est évident parce qu'il y a Virtua, il y a Candy et puis il y a Vivi qui sont déjà donc qui représentent des gros éditeurs. Dynamite pour Virtua, t'as DC pour Candy et puis t'as Marvel pour Vivi. Donc c'est le gros du comics américain, hein, grosso modo. Et ils sont déjà sur la blockchain, donc cette question elle se pose moins. Mais sur les cartes, c'est un peu moins le cas parce que tu vois pas des TCG pour l'instant sur la blockchain. Et ils sont très réticents. Il y a un gros projet français qui va sortir. D'ailleurs, il devrait peut-être t'intéresser. C'est en anglais et en français pour l'instant. Les cartes s'appellent Altered. Altered, je sais pas comment on le dit. Altered, peut-être. Altered, peut-être, mais. Ouais, comme altéré. Et c'est un super TCG révolutionnaire dans la façon de jouer. Et ils vont faire vraiment du digital, mais pas par la blockchain, tu vois. Et je leur ai écrit, je leur ai dit oui, c'est super le projet et tout, mais est-ce que vous voulez qu'on en discute juste pour comprendre et tout. Et ils n'ont pas répondu et tu vois,
tout ce qui est Magic, Pokémon et tout ça, ils veulent pas du tout entendre parler de blockchain. Ils détestent ça. Donc, tu vois, il y a vraiment des mondes de collection où c'est pas la même histoire. Donc, le comics c'est dedans, mais les cartes n'y sont pas. Et à moi, à terme, je vois que tout ce qui se collectionne en numérique sera sur la blockchain. Je vois pas d'autre chemin. Là, Max, mais pour le TCG, il y a d'autres trucs parce qu'il Max, j'ai pas envie de te couper la parole, mais je me dis justement, tu veux-tu, sans nécessairement en parler directement, on peut parler un peu de tout ça, puis tu peux peut-être préannoncer que tu prévois sortir ça dans les semaines qui viennent. Parce que pour vrai, là, je t'écoute parler, puis je me dis, il faut que je l'arrête parce que ça me paraît intéressant comme podcast, puis t'es parti sur une vague, puis c'est intéressant que tu ça marche. cette vague-là pour les gens, tu sais, je pense que tout le monde va aimer. Donc, ça roule. Là, en ce moment, c'est une discussion, c'est pas une interview. Je n'ai pas de questions de préparer. On est là, on jase. Je te demande ta perspective pour Vivi. Surtout que là, on est dans une belle vague, on va dire comme ça, Vivi, mais on peut aller dans n'importe quel collectible, n'importe quel NFT. On peut changer de domaine. Il n'y en a pas de problème. On est là pour discuter. Tu peux poser des questions. Tu peux me couper la parole. Je sais pas si tu comprends. Il n'y a pas de problème du tout. Donc, bien, c'est parti. Puis tu vas voir, là, je commence ça bien straight. L'intro, je vais la faire moi-même de mon côté, très rapide, très concis. Ça roule. Donc, salut Max, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien et toi, Jess? Ça va bien. J'avoue que depuis CryptoXR, je suis sur le hype. Je suis comme ça. J'en ai profité, moi, en vue, j'ai rencontré des Américains là-bas. J'ai profité pour faire mon entrée du côté américain un petit peu. Je me lance avec le podcast en Amérique, etc. Donc là, super hype. J'ai genre une vingtaine de personnes en liste pour le podcast déjà. Au moins une dizaine d'acceptés. Là, il y en a que ça va aller plus mars-avril, mais donc j'ai pas de date, mais bien content. Toi, de ton bord, comment que ça se passe depuis CryptoXR, justement? Bah, c'est chouette aussi, très content, hein. Tu te lances dans cette aventure avec des interviews en anglais avec des Américains, c'est quand même assez chouette de pouvoir voir ça. Et non, CryptoXR, super vibe, on a tout ce qu'il fait, bel événement. Et depuis, c'est vrai qu'on est porté par des très belles nouvelles, côté Vivi en particulier. Les cryptos, ça commençait à sentir bon avant CryptoXR. Mais pour Vivi, on a les annonces qu'on attendait. Moi, j'étais très fatigué d'attendre fin d'année 2023, début 2024. Agacé même, franchement agacé pour certains trucs que je ne comprenais pas, que je comprends toujours pas trop spécialement. Par exemple, sur le MCP, tu vois ce qui se passe en ce moment, tu peux parier tous tes points. Franchement, on aurait pu le faire il y a 6 mois, ça changeait pas grand-chose. Je pense pas que c'est ça qui emmène forcément la flambée de l'enthousiasme, mais plutôt quelque chose qui est une dynamique sur le moyen long terme. Parce que d'ailleurs, tu en as un peu parlé. Tu vois, la gestion des points MCP. Donc, c'est bien de les accumuler, mais la façon dont tu les dépenses, c'est aussi intéressant de se poser la question. Est-ce que je mets 40 000 comme ça pour un drop, donc finalement, je m'en fous un peu. Tout ça, donc on est au début, on sait pas trop jauger. Un jour, il va y avoir des très gros drops. Et là, peut-être qu'il faudra limite faire un all-in, on sait pas, tu vois. Et là, en tout cas, il y a des questions intéressantes qui se posent. Et j'aurais voulu les avoir, c'est vrai, en 2023 pour me rassurer. Et puis pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'ennui, excuse-moi. On s'ennuyait un petit peu quand même, franchement. Tu vois, les prix sont très bas. C'est pas le mot, là. On s'ennuyait beaucoup sur Vivi. Là. Ça fait 3 ans que je fais du contenu 5 jours semaine. J'arrive d'avoir des lacunes. C'est pas parfait, mais je veux dire, il y a un moment donné, ça devenait dur dernièrement de faire du contenu. Pas parce que j'avais juste du négatif, mais parce que c'était dur de trouver quelque chose dont parler. Je peux revenir 400 fois sur le même sujet, mais c'est parce qu'à la 401e fois, j'ai plus grand-chose à dire. Tout à fait. Et puis, moi, je suis quand même un peu...
je suis quelqu'un qui fait confiance de manière assez facile, tu vois, mais une fois que tu dis quelque chose, j'aime bien qu'on s'y tienne ou alors qu'on m'explique pourquoi c'est plus le plan initial, etc. Et je trouvais que Vivi, là-dessus, il devait délivrer, tu vois. Il y a un moment, bah, tu t'engages, tu le fais, donc il y a des délais, je comprends, il y a du timing. Et après, les autres type de timing dont on parlait souvent avec Benjamin, qui était aussi une façon de se rassurer. En tout cas, il y a toujours une incertitude, mais on se disait, bon, ils vont peut-être timer le marché, ils vont timer le bull run, ils vont timer. Et effectivement, il semblerait que ce soit ça. Mais il y avait des éléments, donc typiquement le MCP, où j'ai pas compris, je comprends toujours pas pourquoi ça a mis si longtemps. Et peut-être que ça aurait permis, voilà, d'alimenter à la fois la discussion et nous de s'amuser un peu plus dans l'app. Donc voilà, mais je suis content là en ce moment, la période elle va bien et ça fait plaisir. On sent d'ailleurs qu'il y a un regain d'attention. Tu vois, la nature des discussions, elle est quand même plus sympathique. Il y a moins de feudeurs, même si tu vois, tout n'est pas parfait. Au niveau des prix, on est toujours très très bas, hein, je veux dire, mais on n'est pas sur la même tendance. Donc, quand tu projettes, tout de suite, c'est plus sympathique. Et puis, à nouveau, moi, j'étais moyennement affecté par les prix. Évidemment, je préfère que ça monte que ça baisse. Hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais je constitue une collection, donc l'un dans l'autre, quand ça baisse, bah, ça me permet d'acquérir des pièces moins chères, etc. Donc voilà, on faut toujours essayer de voir le positif dans chacune des situations. Et c'est bien le fait de pas avoir les promesses se réaliser qui franchement musaient à la fin. Et donc là, ça y est. Mais c'est d'ailleurs surprenant parce que il y a plus que ce que je m'attendais. Tu vois, c'est aussi ça qui est curieux dans le rythme. Et bon, je boude pas mon plaisir. Hein. On attend ce qui va arriver. Et puis peut-être une prochaine grosse vague Viviverse, etc. Là, on sent que ça pointe le bout de son nez. J'ai un feeling dernièrement. Je t'avoue que, puis tu l'as dit, on avait beaucoup de questions, très peu d'indices de réponses. On avait pas de perspective beaucoup. Donc, ça pouvait être inquiétant. Là, j'ai l'impression que on n'a pas nécessairement des réponses précises, mais plus que le temps avance, plus que les questions semblent se répondre d'elles-mêmes. Donc, je suis content un peu de ça. Bon, je comprends pour le MCP, ça peut être un peu inquiétant. Moi, je me dis pour le MCP, c'est vraiment leur étape 1. Ça a été très long. Encore une fois, je spécule, mais j'aime spéculer parce que je les justifie pas. Je pense que ça explique, puis j'analyse plus qu'autre chose, mais je pense que ils ont eu besoin de travailler sur l'application de Vivi. Quand ils ont droppé ça, ce système-là de MCP, on était à CryptoXer, moi et Antoine et Karim, puis c'est une des premières choses qu'on a dit, attendez-vous à des semaines et des semaines de bugs. C'est ce qu'on se disait entre nous. Attendez-vous à ce que ça bug à tous les jours. C'est pas ça qui s'est passé. Là, il y a quelques bugs, je pense, hier ou avant-hier. Je pense qu'on a eu quelques petits bugs, mais depuis que c'est sorti, ça roule impec quand même, ce système-là. Bon, peut-être que ça prend pas grand-chose dans une application pour avoir un système comme ça, mais je trouve que ça roule quand même d'impec. Puis pour moi, c'est plus la première étape de quelque chose de plus gros. Je pense que le MCP va être un peu comme le petit cousin du Homey. Éventuellement, tu vas pouvoir acheter certaines choses avec du MCP. Donc, je pense que c'est là où ça va devenir intéressant. Parce que sinon, si je t'avoue, pour l'instant, le bid, moi, je les garde les points. Surtout si un jour, justement, ils nous sortent des trucs spéciaux pour mettre dans nos showrooms ou peut-être même, je sais pas, tu comprends? Je suis sûr qu'on va avoir plus de potentiel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais parié. Tu vois, pour l'instant, j'ai jamais vu un truc. Voilà, j'ai tenté Lambeau, par exemple, j'ai tenté autre chose. J'ai pas été pris sans regret. De toute façon, je connais ma chance. Tu vois, au market, c'est toujours ça change pas. Mais c'est pas grave. Mais voilà, moi, je suis dans ta perspective. Les points MCP, certes, on en a accumulé beaucoup depuis le temps qu'on y est, mais bon, ça a une utilité. Moi, je compte m'en servir quand c'est utile. Et là, j'ai pas vu, pour moi, des choses qui m'intéressent. Et je me dis, il faut pas que ça soit qu'un objet d'intérêt. Il faut que ça soit un objet d'intérêt collectif. C'est que tout le monde veut se battre pour l'avoir.
j'ai pas vu ça encore aujourd'hui. Ouais. Donc, quand, voilà, pour charrier un peu, on dit, ah, Pokémon et tout, mais il peut y avoir des gros trucs qui vont arriver ou des low supply. Bon, bah moi, là, n'importe quelle pièce de Nintendo, pour moi, c'est gros. oui, On parle pas nécessairement de Pokémon, de Mario Bros. Mais tu me sens un Yoshi, je vois pas grand monde qui sera pas excité. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis Et, surtout avec les supplies qu'on a en ce moment. C'est surtout ça aussi. C'est que on peut avoir des objets compliqués à acquérir s'il y a une hype. Tu vois, si là, les 5 à 8 000 personnes qui sont engagées de manière assez active sur Vivi se disent, OK, ce drop, j'ai envie d'y aller. Bon, bah, il n'y a plus de supply à 5 000 maintenant, ou rarement, en dehors des comics, hein, bien entendu. Mais donc, là, je me dirais, bah vas-y, je parie et je risque de parier vraiment. Tu vois, je mettrai pas 7500, quoi. Parce que je le voudrais. Du coup, bah je les réserve. Mais tu vois, ces jeux, c'est des nouvelles discussions qu'on a ensemble et on tâtonne. Donc c'est une phase assez rigolote. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on sait pas ce que les autres y font. Donc il y a vraiment une stratégie. Et puis après, on va ajuster la stratégie en fonction des résultats qu'on a eus. Et ça, c'est rigolo. On revient à l'aspect ludique, comme même si j'étais vraiment pas très bien loti parce que j'ai pas une super connexion et tout ça, mais quand fallait se bagarrer pour le buy now et tout ça, t'attends 16h59 et tout, bah je veux dire pour l'heure française. Et oui, cette excitation, cette adrénaline. Quand elle est partie, on a perdu quand même l'aspect un peu, la seule gamification qu'on avait dans Vivi finalement. Est-ce qu'on a le drop ou on l'a pas? Ouais, c'est un point. T'as raison. Il pourrait le ramener. Oui, pour certains oui. Bah ouais, je pense que tu as un point. Ou alors, tu vois, bon, là, on est parti en même sur. temps, ils vont le ramener. Qu'est-ce qu'on va avoir du FOD pour les bots? Oui, mais tu vois, franchement, tu peux contrecarrer plein de choses maintenant qu'il y a des tickets de bronze qui vont arriver, surtout les rangs du MCP. Il y avait une notion, un moment qui était évoqué, qui va revenir certainement. C'est en fonction de ton rang ou ton level, peu importe, tu as le droit de faire des choses ou non. Et on pourrait imaginer, tu te souviens, parce que par exemple avec Benjamin, on aime bien faire des giveaways, etc. Et on peut plus faire de transfert. Et à un moment, ils ont dit, OK, peut-être qu'on va réouvrir les transferts, mais pour certains comptes. Et en vrai, peut-être qu'il peut y avoir des choses, par exemple des drops assez excitants, mais pour certains comptes, ceux qui sont vraiment les collectionneurs. Et comment tu le démontes, bah, c'est ceux qui ont des rangs élevés ou alors dans un autre style, parce que les rangs élevés, c'est aussi pour les baleines, donc ça peut être désagréable pour des gens qui sont sincèrement en train de constituer une collection, par exemple, de timbres, mais qui n'ont pas envie de dépenser, de mettre 2000 euros sur Vivi, tu vois. Donc ça, tu pourrais aussi imaginer des gens qui ont rempli des sets, allez, disons sur les timbres, plutôt facilement, mais qui le font. Tiens, une petite pensée à Crispy, qui est un des plus gros collectionneurs de timbres de la commu française. Eh bien, lui, peut-être qu'il aurait le droit, et les gens comme lui auraient le droit d'aspirer à un drop particulier en 50 exemplaires, par exemple. Et bah voilà, mais bah, il fallait collectionner tous les sets de timbres. Et en vrai, c'est pas compliqué aujourd'hui si tu as envie. Et ça n'intéresse que les gens qui sont dans le timbre, en vrai, parce que les autres, normalement, ils sont pas censés se bagarrer pour ça, sauf pour la spéculation. Donc, tu peux désamorcer des choses de cette manière-là à partir d'aujourd'hui. Je trouve que tu as les sets qui sont complétés, tu as les rangs MCP, tu as le level, tu vois, différents indicateurs. Et puis, demain, les tickets de bronze. Après-demain, peut-être d'autres natures de tickets ou d'autres choses. Donc, peut-être que les bots, on va pouvoir les contrecarrer à partir d'aujourd'hui pour des choses assez spéciales. Je pense que tu amènes un bon point, c'est qu'on va avoir de plus en plus de méthodes qui vont nécessiter que tu aies mis des efforts dans l'application en tant que soit collectionneur, même en tant qu'acheteur flipper, peut-être même dans la mesure où tu fais des achats, des ventes, tu peux te récompenser pour ton nombre de transactions, peut-être éventuellement. Je pense que c'est très important. Puis j'ai pas envie de dire que je peux te confirmer que ça s'en vient, mais j'ai eu de très bons vents de personnes que j'ai parlé dernièrement dans l'équipe Vivi ou très proches, puis qui m'ont dit qu'il est supposé avoir peut-être même des statuts pour des gens comme vous et moi, qui
sont des créateurs de contenu, dans la mesure où on n'aura pas le droit de transférer directement, mais quand on va faire la demande, les demandes vont être acceptées comme presque automatiquement, dans la mesure où ils vont vérifier, oui, OK, c'était pourquoi, quel concours, OK, go, on te les envoie demain. Puis ils vont nous faire les transferts. J'ai eu vent qu'ils travaillaient pour supporter les créateurs de contenu qui les supportent déjà. Donc bon, après, c'est pour quand? C'est-tu l'année prochaine, 2030? Je ne sais pas. Ça va-tu partir de la planification? Je l'espère pas. Mais il semble bien travailler. Je suis pas mécontent. Je pense même qu'on est tout un peu justement sur le hype. On semble progresser. Je pense que c'est le mot qui Tout à fait. Alors la question, c'est donc c'est un sentiment qu'on partage entre nous pour ceux qui sont restés. Est-ce que il y a des gens qui reviennent, donc qui avaient fait un pas de côté, qui attendaient là, voilà, qu'il se passe quelque chose et donc qui attendaient depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Ou est-ce qu'il y a des gens qui en entendent parler et qui viennent pour la première fois? Ça, c'est des éléments assez importants pour. Je trouve que la tendance des prix. Au début, surtout, je m'en méfie. C'est pas ça que je regarde particulièrement, c'est vraiment l'activité sur l'app. Donc, est-ce qu'on a des acheteurs? Si oui, combien? Est-ce que c'est des nouveaux wallets? Tout ça, je trouve, le travail que Vivifox fait ou dans une autre mesure d'autres personnes, d'ailleurs de la commu FR, etc. Je trouve qu'il est plus intéressant parce que là, tu as des indicateurs qui me semblent plus solides pour, ce que moi j'espère, une montée continue en vrai. Je trouve que les verticales vraiment très violentes, ça rend service à pas grand monde en vrai, sauf si tu arrives à vraiment sortir ton bag à ce moment-là. Mais tu vois, ça fragilise l'app. Il y en a qui gagnent, mais il y en a beaucoup qui perdent. Tu vois, c'est pas ces mouvements-là que je trouve les plus sains pour l'app. Et du coup, pour consolider quelque chose d'assez continu, surtout avec voilà des drops qui déroulent, il faut du monde. Il faut du monde. Et du coup, il faut les convaincre, ces gens-là. Donc, Viviverse, certainement. Une application améliorée parce que c'est largement perfectible et on a l'impression, et je pense que c'est ça que tu voulais me dire aussi tout à l'heure, c'est que ils travaillent normalement sur une autre application et une autre page web, quelque chose d'amélioré ou de carrément tout neuf. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont repartis de zéro là-dessus. C'est tout dans les rumeurs qui se promènent, en tout cas du côté anglophone. Puis il y en a qui sont beaucoup plus proches de la Vivi Team, il y en a qui sont proches des bêta-testeurs. J'aurais pas accès à cette vague-ci. La prochaine, par exemple, je suis dans la prochaine vague. Mais c'est pour quand la prochaine vague, encore belle question. Mais les rumeurs qui se promènent, c'est ça, c'est que là, ils n'ont pas le choix de faire une Vivi app parce que là, le Viviverse s'en vient. Si tu veux être capable de connecter Viviverse, Vivi app et peut-être même te connecter au Viviverse à partir de ton téléphone, un peu comme le showroom, faut que ça soit interconnecté, puis il faut que ça soit mis en branle un peu. Donc là, c'est un peu là où j'ai l'impression que c'est pourquoi on n'entend plus parler beaucoup de Mitch. Il est disparu dans la brume, que le MCP Bidding System va très bien, étonnamment. Tous les autres systèmes qu'ils ont intégrés avant, je veux pas faire chier, puis je veux pas foder, mais ça a été de la merde pendant plusieurs mois. Donc là, c'est pas le cas vraiment. J'ai l'impression qu'on est encore une fois dans le progrès. Là. Ça, c'est bullish, mais t'as mis un point important, c'est dans le sentiment que c'est important, parce que si les prix font l'équivalent de ce que fait un ballon d'air chaud, ça monte très vite, mais une fois que l'air a refroidi, ça redescend aussi bas finalement. Là, tu reviens au point de départ. C'est pas avantageux. On est mieux de monter en échelle avec un palier stable à chaque niveau qu'on monte, mais tranquillement. Donc, ouais, je pense que tu as raison là-dessus. On verra hein, de toute façon. En tout cas, ça fait du bien pour la commu, comment on échange, par exemple sur Twitter et tout. Il y a certains messages, tu les vois plus du tout en vrai, ou même des personnes que tu vois plus. Donc voilà. Après, moi, je suis pas un anti-fudder, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui peuvent t'amener une perspective différente de la tienne.
t'amener à te poser d'autres questions et tu vois il faut pas être aveugle vis-à-vis des problèmes que pour rencontrer, même un projet que t'adores, que t'as envie de soutenir, c'est pas la question. Donc voilà, mais c'est vrai que là ça a complètement changé parce qu'il délivre. Et puis après, il y a un autre point important qu'on a assez développé avec Benjamin pour le coup. Est-ce que c'est le cœur de notre émission? Quand tu compares avec les autres plateformes, bah, Vivi, c'est sympa quand même. C'est vrai que ils proposent des choses que les autres font pas, ou alors ils déroulent vraiment un nombre phénoménal de licences, de produits différents. Donc voilà, ils ont quand même pour moi encore le statut de leader dans ce marché particulier des NFT sous licence. Il y en a pas 50 000 des plateformes de cette nature-là. Et bah, c'est au-dessus de Virtua, c'est au-dessus de Candy aujourd'hui pour moi. Après, on peut en discuter, hein, et puis il y a des aspects chez les autres qui sont mieux que chez Vivi, mais dans l'ensemble, c'est bien, mais ça n'empêche que tu peux émettre des critiques et que les autres en émettent aussi, c'est bien parce que ça t'amène un angle qu'il faut toujours se poser en vrai, parce que il y a quand même une partie financière, parce que on achète des trucs, on peut les revendre aussi, et ben il faut être prudent, avec ces sous, sauf si voilà, tu as des moyens colossaux, mais c'est pas le cas de, je pense, la plupart d'entre nous. Donc c'est aussi pour ça que tu vois quand même dans les FUDR, il y avait des éléments qui étaient concrets et on va dire construits, des vrais argumentaires, pas juste c'est de la merde, vous êtes des moutons, bon bah ça m'apporte rien. Par contre, des gens qui disent oui, on avait parlé interopérabilité, on n'entend plus parler, qu'est-ce qui s'est passé avec Spider-Man, le premier drop, des trucs comme ça, c'est des vraies questions. Et il y a encore certaines zones d'ombre, donc voilà. Après, je pense qu'on a passé cette période-là, c'est derrière nous. Je sais pas si on saura un jour, mais voilà, il faut avancer après. Si on peut faire un petit survol des fodder, moi je suis quand même, je vais me permettre de dire que je suis anti-fodder, sauf que moi je connais deux types de personnes que peut-être que beaucoup sont rassemblés dans la même catégorie. Puis je pense qu'on a l'exemple parfait dans la Vivi Femme. Je sais pas si tu te rappelles de Biscuit. La fille qui, vraiment, on t'a parlé pour les Master Collector Points, elle disait, c'est pas juste, les calculs semblent pas corrects dans mon compte à moi, en tout cas. Puis elle dit, il a l'air d'avoir d'autres mondes comme ça. Mais elle dit, je fais pas Vivi. Elle dit, c'est pas ça que je fais juste poser la question. Mais je suis d'accord, mais il y a l'équipe d'à côté, que je connais pas, je veux pas pointer personne, mais du côté américain, on les voit assez fort, qui, eux, ils sont prêts à dire que c'est de la merde, Vivi font pas d'efforts, ils voient bien que... Là c'est l'autre que j'ai de la misère, c'est quand on se met à lancer des pots de fleurs au lieu d'essayer de discuter puis de faire évoluer la question. OK, genre, c'est quelque chose qui me fatigue un petit peu, c'est dans l'approche péjorative, j'ai envie de dire, souvent, des fathers. Si tu amènes la question de façon neutre, puis tu dis que c'est vrai que t'es pas content, j'ai rien contre, mais il y a une façon de le dire. Tout se dit dans la vie, mais il y a une façon de le dire, je crois. Donc, je suis d'accord avec toi. Poser les bonnes questions, tout à fait d'accord, mais il y a une façon de les poser, je pense. Non, carrément. Après, c'est aussi le jeu des investissements. Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. Donc là, on n'est pas dans l'euphorie, mais voilà, ça va mieux, ça fait du bien. Mais quand c'était pas le cas, tu vois, t'as la tête dans le seau, que voilà, si t'as pris des tops et tout, ça fait mal. Donc bon, voilà, il y en a qui expriment comme ça leur frustration, ils sont bloqués ou ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc voilà, mais il faut bien distinguer les problèmes de l'équipe du projet de ses problèmes à soi, des mauvais mouvements, ou des mauvais choix, des mauvais timings qu'on a pu opérer. Il y a quand même des choses à séparer, et puis des mauvais choix. Je pense qu'on quasiment tout le monde en a fait en vrai sur Vivi depuis le temps qu'on y est. Il y a des choses qu'on a achetées, on n'aurait pas dû prendre, en tout cas pas à ce prix-là. Voilà, ça fait partie du jeu. Et donc il y en a qui font pas la distinction et qui peuvent être un peu aigris, tu vois, là-dessus et durs. Mais voilà, si c'est pas construit, de toute façon, ça sert à rien. Et après,
C'est compliqué ces trucs-là. Moi, je suis ni un supporter acharné. Tu vois, j'essaie tant que je peux, en tout cas, d'avoir un avis pas neutre parce que c'est faux. Je suis engagé dans le projet, je le soutiens, je l'aime, il y a pas de souci, mais quand même avec du recul, un minimum de recul sur ce qu'on est en train de faire et vivre pour déjà pour soi, pour se protéger, tu vois, pour pas taper les montagnes russes comme ça. Ah ouais. C'est un monde dangereux, le monde de la crypto, puis il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans le monde des NFT que c'est différent. Puis j'ai envie de dire, le monde des cryptos est dangereux, mais le monde des collectionneurs et de la collection est un monde dangereux. Je vous le dis, la gang, c'est pas du niaisage. Il y a des gens qui se sont ruinés pour des collections qui aujourd'hui ont passé au feu puis les gens se sont pas assurés. Si vous sauriez les histoires d'horreur, il y en a. Donc, imaginez, là, on vient de mélanger deux, même trois catégories avec la catégorie économique là-dedans, mais quoi, côté collectionneur, il y a déjà le côté économique dedans, d'intégrer beaucoup. Donc, faut pas se laisser avoir les émotions. Je pense que là-dessus, encore une fois, on s'entend sur ce point-là. On est tout à fait d'accord. Sur ce, pas parce que je veux qu'on arrête justement de discuter, mais je me disais, on pourrait sauter côté un peu plus, peut-être. Justement, on va lâcher pas le négatif parce que l'on parle du négatif, je pense, de façon neutre. Mais là, justement, ça reste ton top 1 app, projet, mettons, VV NFT, cool. Là, tu te lances quand même dans quelque chose qui est relié à ça très bientôt. Là. Moi, je voulais te parler de comic book un peu aujourd'hui, mais déjà, tu m'as parlé que tu avais quelque chose qui s'en allait du côté un peu collectionneur, avec comic book, timbre, peut-être, cartes, etc. Donc, tu m'intègres un peu à ça? Effectivement, avec Benjamin, on réfléchit beaucoup au format qu'on veut proposer. Il y a deux raisons à ça. C'est que, toi, tu le sais, faire du contenu, ça prend beaucoup de temps, pas mal d'énergie. Et on a des vies assez chargées avec le travail, la famille et tout. Donc, on veut essayer de penser à des formats qu'on arrive à tenir sur le long terme, qu'on peut répéter et qui sont intéressants, qui permettent d'apprendre des choses, des choses qu'on va travailler. Donc, si on travaille, ça prend du temps et il faut qu'on puisse suivre le rythme. Donc, une des nouvelles propositions que moi je fais, c'est un podcast sur la collection, vraiment en tant que tel, mais à l'heure numérique, en vrai, à l'heure de tous ces changements, mais qui sont en vrai des changements progressifs depuis même avant les années 2000, en vrai, depuis les années 90. Il s'est passé plein de choses qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, c'est un peu l'historique de ces collections vraiment très connues. Donc, évidemment, je vais commencer par les comics et la bande dessinée. Je vais élargir. Le fond de la question, c'est le comics parce que c'est un marché particulier avec une collection, une vraie collection très structurée, plus que sur le manga aujourd'hui ou la franco-belge. Donc c'est pour ça que mon propos il est sur le comics, mais je vais quand même m'inspirer d'où ça vient finalement l'histoire de la bande dessinée, son évolution dans le temps avec les techniques. Parce qu'il y en a qui, l'IA, la blockchain, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en vrai, il y a eu plein de bouleversements dans cette industrie parce que c'est devenu une industrie et ça induit des changements. Mais en gros, ce qui nous semble normal aujourd'hui, en vrai, c'était pas du tout comme ça dans les années 60. Et du coup, c'est ça que je veux poser. Donc aujourd'hui, on a vraiment des bouleversements. Je pense IA plus blockchain, ça fait vraiment quelque chose de très costaud. Plus une industrie qui est en crise, et je vais vous expliquer le pourquoi. Et à partir de là, faire un travail de prospective, dire qu'est-ce qui pourrait advenir là dans les années ou même dans les mois qui peuvent arriver. Et donc ça, l'idée première, c'est la bande dessinée. Puis après, je me suis dit sur les collections faciles, en vrai, avec une perspective historique, il y avait les timbres. Les cartes de collection, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime le TCG et j'aime la collection de cartes. Mais j'ai du travail parce que je connais pas tout, donc tu vois, il va falloir que je m'informe. On pourrait discuter les miniatures pour question Magic the Gathering. Ouais.
Mais typiquement, tu vois, ce tournant là de 95, 94, 95, il est extrêmement important à expliquer aujourd'hui parce que on va sur d'autres modifications. Je te disais tout à l'heure, mais je vais le répéter. Dans le TCG, là, il y a des tournants assez majeurs parce que donc il y a des jeux, des cartes qui sont déjà en format digital, numérique, ça existe déjà. Sauf que ce format, il se développe plus, mais il se développe en dehors de la blockchain. Et moi, je me pose la question, pourquoi il se développe en dehors de la blockchain alors que pour la collection, franchement, c'est assez évident la blockchain. Je trouve qu'il y a quelque chose. Et bon, bah, voilà, je vais pas tout dévoiler, mais il y a quelque chose sur la centralisation qui est plus évidente dans un jeu TCG où tu as tous tes joueurs qui peuvent se retrouver que sur des collections plus diffuses comme des timbres qui peuvent être des timbres qui viennent du bout du monde. Donc, tu vois, ça peut être des timbres autrichiens, espagnols. Donc, tout ça, ça va être plus difficile à centraliser. Donc, la blockchain, elle a un rôle plus facile, je trouve, pour la collection, là où tu as, on va dire, un public captif qui va pas s'échapper. Et si tu es à fond Pokémon, tu as une structure Pokémon, tu plus besoin de la blockchain, ça se trouve, tu vois. Et donc, et c'est là où moi je fais mon travail de prospective. La carte d'aujourd'hui, c'est pas la carte de demain et on va pouvoir faire d'autres choses avec. Et là, l'interopérabilité joue. Et donc, si on imagine vraiment ce qu'on peut faire avec ça, eh bien, on retrouve l'intérêt de la blockchain. Et c'est vraiment un argumentaire, mais voilà, je réfléchis un peu à voix haute, finalement, ça que je vous propose, mais avec une perspective historique. C'est vraiment ça pour comprendre en vrai que tout un mouvement, tu vois, c'est pas des collections comme ça qui apparaissent soudainement. En vrai, l'histoire de la collection, c'est le temps long en général. J'ai envie de te dire que ça risque d'être fucking interesting dans la simple mesure où, justement, moi, je viens du domaine de Magic the Gathering. Je jouais, j'avais 9 ans, là, OK? Puis c'était juste en anglais les cartes ici, donc quand même. Puis on a eu une évolution, bon, comment je te dirais ça, d'un point de vue social, la culture populaire, encore aujourd'hui, et des années 2000 à 2015 au minimum, a été très influencée, même par Magic the Gathering et ou Donjons et Dragons. Et on en voit encore des répercussions aujourd'hui de nos jours, là. Donc, tu sais, on a encore des séries télé à la Lord of the Ring ou etc. qui sortent encore sur Amazon. Donc, je pense qu'on a été fortement influencé par tout ça, J.R.R. Tolkien, etc. Mais là, on est à une autre étape. Puis que vous, peut-être, les gens ne connaissent pas, dans le monde de Magic the Gathering, quand il est arrivé le COVID, les gens se sont mis à jouer à Magic à la maison avec les caméras web placées qui pointaient vers leur bureau pour jouer. Ils shareaient tout leur écran puis leur caméra, puis ils se partageaient leur jeu, puis ça jouait comme ça. Et ça a créé une situation où les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient jouer au jeu en ligne sans avoir à quitter leur domicile puis avoir presque le même niveau de plaisir, presque, bien entendu, c'est pas la même chose que d'être à côté, mais avec quand même un niveau de plaisir accessible à la maison pour quelque chose qui les passionnait beaucoup. Ça a même créé une vague de fausses cartes, parce que là, vu que c'est sous caméra, c'était plus dur pour les caméras de détecter si c'était une vraie ou une fausse carte que tu avais dans ton deck. Donc là, les gens, il y en a qui se sont mis un peu à tricher. Il y a eu plein de perspectives comme ça. Donc, je suis d'accord, par exemple, sur un point. Tout le monde qui est dans les cartes Magic, les cartes Pokémon, pour l'instant, la culture déteste cette culture-là, déteste la blockchain. Puis pourtant, justement à cause des problèmes qui sont rencontrés dans les dernières années par ce monde-là, je crois que ça s'en vient. La transition va être facile. Éventuellement, là, je connais pas les projets dont tu vas nous parler, mais je suis certain qu'il y a des projets qui vont sortir digital, non blockchain, puis qu'éventuellement, ils vont transiger sans le dire de prime abord. J'ai l'impression qu'ils le diront même pas. Une compagnie blockchain va arriver en dessous, ils vont établir un système, puis ça va être un an après, ils vont dire ouais, ben, ça fait un an que nos NFT, nos cartes sont des NFT, vous pouvez les acheter, vous là le marketplace. J'ai l'impression que ça va être une intégration plus furtive dans ce monde-là.
C'est très probable parce que, comme tu dis, tu peux pas te fâcher avec ta commu. Et là, le signal qui est donné, c'est non, mais c'est un non dubitatif. presque, ah non, je dirais assez violent, quoi. C'est quelque chose où c'est vraiment de la merde. C'est quelque chose qu'ils en veulent pas du tout. Alors déjà, c'est de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de méconnaissances sur ce qu'est la blockchain, ce qu'elle permet, ce que sont les NFT et ce qu'ils permettent. Je pense que c'est des gens qui ont vu la bulle NFT, dont ils se sont moqués parce qu'ils n'ont pas compris. Et voilà, c'est que l'aspect prix financier, prix délirant, puis perte moins 95%, tout ça, c'est ça qu'ils voient. Ils voient pas la techno qui est derrière et en quoi ça peut sécuriser des assets, en quoi ça peut permettre d'authentifier des choses, en quoi ça peut permettre de faire des transferts instantanés, en quoi ça permet à des compagnies aussi d'avoir des royalties. Tu vois, tout ça, c'est pas du tout la question qui se pose. Mais il y a quand même aussi des aspects techniques derrière qui font que peut-être que le TCG en vrai peut vivre sans la blockchain. C'est possible. Donc il faut voir. Mais pour moi aujourd'hui, collection, si tu passes au digital, au numérique, très probablement tu vas t'orienter vers la blockchain à terme parce que aujourd'hui je vois pas une techno qui permet tout ce que fait la blockchain, c'est-à-dire transparence, donc traçabilité, donc authentification, et puis la puissance du smart contract. En vrai aussi, je pense que pour les marques c'est très important. Donc ils sont aussi là pour faire du chiffre et toutes les transactions, si elles peuvent rapporter par ailleurs, c'est forcément tout bénef. Mais bon, on va un peu aborder ça, mais après on pourra passer à un autre sujet parce que c'est pas forcément du Vivi. Mais là, il y a un projet français qui va sortir, qui est assez révolutionnaire dans la manière de jouer parce qu'il est développé par des gens qui sont des concepteurs de jeux de société, des jeux de plateau. Okay. Et qui sont lancés dans le TCG parce que c'est des gros joueurs de Magic. Donc là, tu as le combo un peu Magic pour le coup, où tu as des anciens joueurs de Magic qui sont des créateurs de jeux. Et ils ont fait un nouveau TCG dont la mécanique est vraiment nouvelle. Voilà, il y a une petite hype. Là, ils viennent de faire un Kickstarter, donc c'est un crowdfunding assez connu. Et ils ont levé déjà plus de 3 millions d'euros en 3 semaines, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pousse. Parmi les petites révolutions qu'il y a, c'est que tu as des assets digitaux. Donc, tes cartes, elles sont quasiment démonétisées en physique. C'est pas la carte physique qui compte. Donc ça, c'est quand même en termes de collection, ça pose des questions. C'est l'asset digital parce que bon, il y a un principe où il y aura une marketplace et des façons de les échanger. Mais il faut bien retenir que c'est plutôt l'asset digital qui aura une valeur financière, en tout cas un intérêt vraiment pour la collection. Et malgré tout, ils veulent pas utiliser la blockchain. Donc moi, ça me fait poser des questions. Comme c'est des Français, je leur ai écrit. Ils n'ont pas trop voulu répondre à cette question. Bon, ce qui est sûr, c'est que leur commu, déteste les NFT, donc ils veulent pas se mettre là-dedans. Mais aussi, dans comment ils ont construit leur truc, je vois que c'est ultra centralisé. Donc peut-être qu'ils peuvent gérer l'ensemble des transactions et authentifier l'ensemble des cartes d'une autre manière qu'en passant par la blockchain. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Après, voilà, il y a les serveurs et tout ça. Et puis, bon, moi, la question que je me pose naïvement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un hack monstrueux? Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise, au bout de 5 ans, il n'y a plus tant de ferveur au niveau des joueurs et qu'elle ferme la boutique? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces assets que les gens, pour certains, ont payés? Toi, tu sais que les cartes de collection, ça peut monter très vite. Donc, quand tu as mis 500 € dans une carte et que ça ferme boutique 2 ans après, tu es peut-être un peu fâché. La blockchain, tu vois, Vivi ferme, bon, bah, tu as toujours tes assets. Bon, après, il y a des questions de projection et tout ça. Je dis pas que ce serait une bonne nouvelle, mais on aurait encore ce qu'on a acheté. Là, j'en suis moins sûr. Donc, j'ai des questionnements sur ce monde du TCG, par exemple. Et
J'ai envie de dire, depuis tantôt, je réfléchis pendant que je t'écoute, puis il y a une chose qui m'est flashée en tête, c'est que une des raisons probablement du pourquoi que c'est très, très refusé du côté NFT, du côté TCG, TCG Player du moins, je ne sais pas pour les collectionneurs de cartes de hockey, etc. Eux, je pense que la transition va être vite faite. Mais je sais que pour les joueurs, c'est que il y a une expérience qui vient avec ta carte, dans la mesure où tu joues avec et tu joues avec des gens, puis des fois les gens ils disent écoute, tu viens de me tuer avec cette carte-là, et là ils vont regarder la carte avec quoi tu les as tués parce que ils t'ont laissé faire ton jeu, puis ils connaissaient pas tant ta carte et ton deck et ce que tu pouvais en faire. Donc, c'est un peu la surprise de tout ça. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui achètent des vieilles cartes, justement, puis qu'en achetant la carte, ils sentent les cartes. Parce que si tu achètes des vieilles cartes, ils avaient vraiment une odeur particulière. Même neuve, il y avait... Tu sais, comme un bon livre que tu rouvres là, quand il est neuf ou quand il est vieux, mais qu'il n'a pas été ouvert encore. Tu vois qu'il y a 40 ans, mais il est neuf. Tu le rouvres, puis l'odeur de... Bon, c'est un peu cette patine-là. Je pense que les gros joueurs TCG ont vraiment une espèce de... Probablement qu'il y en a la plupart aussi sont des amasseurs compulsifs, il faut l'avouer. Déjà, de prime abord, là, si tu verrais quelqu'un qui joue au Magic depuis plus de 5 ans, là, tu vas voir qu'il y a des boîtes de Magic, il y en a des fois aussi haut que lui. Là. On parle de 5 pieds de haut de cartes de boîte. C'est intense. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté collectionneur, implication, expérience qui n'est pas encore assez expériencé en ce moment. Je reviens à Spell Table qui a permis de jouer à Magic en ligne durant le COVID pour les gens. Avec ce qui s'en vient avec le Vision Pro puis tout ça, si jamais Hasbro, parce que ça appartient à Hasbro, exemple Magic the Gathering, déciderait vraiment à aller du côté, même si c'est centralisé, parce qu'il pourrait aller sur une blockchain qui offre un layer sécurisé, centralisé, ça serait quand même des NFT. Sauf qu'il contrôlerait les transactions, il contrôlerait, je sais pas si tu comprends, et il déciderait beaucoup plus de ce qui se passe. Mais ça serait encore des NFT. Ben oui, je suis d'accord. Il va être pris par une compagnie comme Hasbro qui ne voudra pas dire à ses utilisateurs c'est des NFT. Ils vont dire c'est des trucs digitales, virtuels, mais ils ne diront pas que c'est des NFT. Ils vont dire non, parce qu'un NFT c'est décentralisé. Là, ça ne l'est pas. Possiblement. En tout cas, je l'espère parce que du coup, ça donne d'autres perspectives. Mais il y a un autre jeu là qui est en digital, qui vient de sortir. C'est le Dragon Ball Super Fusion World, donc chez Bandai. J'ai pu passer vite fait, mais ça a été très rapide. Là. Mais à nouveau, j'ai pas l'impression que ce soit de la blockchain derrière, que ce soit des NFT. Et tu vois, je comprends pas ces choix stratégiques. Donc je me pose la question. Quand je comprends pas, c'est pas que j'ai raison et que les autres ont tort, tu vois. Ils ont une autre stratégie, donc j'aimerais bien la décortiquer, mais en termes techniques, donc là, Bandai, c'est compliqué, c'est vraiment une grosse maison, donc j'ai pas l'occasion d'échanger avec eux. C'est pour ça que je voulais voir avec la compagnie française pourquoi ils font ces choix. Est-ce que c'est parce qu'ils sont méfiants, parce qu'ils connaissent pas la techno, ou parce qu'ils ont vraiment tout analysé, que pour eux c'est pas ce qu'il y a de plus commode. Donc voilà, mais plein de questions. Mais oui, on s'en va dans un monde vraiment très. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas si tu parlais, j'écoutais quand même, mais. Ouais. Donc ça c'est. Et tu vois, dans un monde digital pour de vrai. Oui. Et c'est pas mal parce que en vrai, les actions que tu fais avec tes cartes, elles se transcrivent. Comme si c'était un jeu, tu vois, tu as des super jeux Dragon Ball Z de combat, quoi, je veux dire, comme de PlayStation et tout ça, des jeux vidéo. Et donc là, tu as un peu l'aspect jeu vidéo et TCG. Donc moi, je voyais tout à fait Fusion World, son nom l'indique parfaitement, mais j'arrive pas à trouver d'infos sur qu'est-ce qu'il y a derrière techniquement, et j'ai vraiment pas l'impression que c'est de la blockchain. Et il y a un truc qui m'a encore plus choqué, mais je sais pas si c'est vrai, quand j'ai vu les premiers openings là de boosters et tout. Donc c'est pas encore vraiment sorti là ça sort en ce moment. C'est un open beta. J'ai l'impression que les gens, ils ont même pas les mêmes cartes dans leur booster que dans le code
Donc tu redeems un code et c'est même pas la stricte copie que tu as de ton booster avec ton code. Tu vois, c'est un peu bizarre ça, je trouve. Et donc je comprends pas ces choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de numéro de mint, par exemple. Donc t'as raté un petit aspect collection, parce que même sur du TCG classique, tu peux avoir des numéros de mint maintenant. C'est, tu vois, Ouais, c'est des. Bandai, c'est un gros truc, c'est au Japon, tu vois, ça pousse fort le digital et tout. Pourquoi ils font pas ce choix-là? Là, c'est une question quand même à $1 million. Là. Tu vois, j'aime bien creuser ce genre de truc. Ouais, mais ça peut être super intéressant. Puis, en fait, Magic de Gathering se sont aussi lancés du côté digital jusqu'à un certain point, sauf que c'est vraiment sur leur jeu Magic Arena où tu achètes des boosters de cartes Magic, mais il n'y a pas toutes les cartes Magic qu'on a de version physique. Là. Il en manque des centaines et des centaines. Mais Magic aussi est version digitale, sauf qu'ils sont vraiment pas blockchain. Puis finalement, c'est juste un jeu vidéo. Je sais pas si tu comprends. Si Bandai fait pareil avec Dragon Ball, finalement, il utilise juste le mot digital pour le hype que qui est causé par la blockchain, peut-être présentement, dans le fond, parce que on sait que les compagnies marketing, ils regardent c'est quoi qui est populaire sur Google Trends, puis si le mot digital, c'est populaire, ben... Ouais, mais tu passes à côté de la collection, là. Tu es complètement à côté de la collection, ce qui est bizarre pour un TCG. Un TCG, c'est un jeu et des cartes à collectionner en même temps. Donc, c'est ça que je trouve curieux dans ce choix. Mais peut-être que voilà, hein, c'est une transition douce et que dans 5 ans, c'est que des cartes NFT. Mais il n'y aura pas de numéro de mint, ça c'est sûr. Tu vois, ça, ils ne pourront pas le changer. Tu me fais penser, moi j'aurais pensé que HRO, c'est ça qu'ils auraient fait. Ils auraient fait des cartes avec leurs cartes physiques, puis qu'éventuellement, ils auraient dit, hey, il y a un jeu digital avec ça. Tu sais, genre, ah ouais, c'était une déception. C'était une suite super logique, là, ça aurait marché encore aujourd'hui, je crois. Ouais, je sais même pas ils sont où, en fait, à HRO en ce moment. C'est un peu compliqué, hein. Mais bon, comme tous les projets NFT, on va dire la base très impliquée dans le projet a vraiment fondu comme neige au soleil, mais encore du monde et il y a des beaux drops, il y a des trucs sympas. Là, on est au chapitre 4, donc il y a quand même 4 séries hybrides qui sont sorties. Et donc, hybride, ça veut dire physique et digital. Et en plus, tu as d'autres séries qui sont des séries limitées, toujours hybrides. Donc, tu en as eu 3, donc ça te fait quand même 7 séries différentes, plus des séries que digitales et tout. Donc, ça marche pour ceux que moi, je suis un peu dedans parce que donc j'aime bien les cartes et j'aimais bien les NFT. En plus, c'est d'ici, donc il y avait quand même un mix qui me plaisait bien. Mais après, voilà, honnêtement, comme beaucoup de projets, je dirais pas qu'ils survivent, mais ça marche moyennement. Ça marche moyennement, objectivement. J'aurais vraiment aimé que... Moi, c'est parce que j'aime juste pas beaucoup DC Comics, mais si j'aurais aimé que l'idée soit utilisée par des propriétés intellectuelles qu'on aime un peu plus, tu sais. Je pense que l'idée aurait pu être utilisable même par Marvel, tout simplement, leur compétiteur premier, de faire un jeu de cartes, puis que le jeu de cartes, tu l'aies justement, tu sais, tu redeem une carte digitale, ben t'as un code qui va avec la carte, le physique, etc. Je pense que ça aurait un potentiel extrêmement grand. Puis, t'obliges pas nécessairement les gens à jouer avec le mode digital. Sauf que dans le paquet, ils reçoivent au moins un paquet qui a les mêmes cartes que dans leur paquet ou quelque chose de sensiblement semblable où que justement tu peux jouer digital et physique. Tu sais, je pense que c'est là où on garderait du collectionneur. J'ai envie de dire, ça me fait penser, par exemple, à Funko, qui nous ont sorti un Funko Pop avec Vivi. Moi, je pense que l'idée est là, c'est d'avoir les deux. Pour que quelqu'un dise, ben regarde, j'ai ce collectible là à la maison en physique. Bon, ouais, t'as ça en physique? Ouais, je l'ai en physique, je l'ai acheté original, celle-là. Tu sais. C'est pouvoir avoir un peu faire le lien entre le digital puis le réel pour l'instant. Parce que c'est pas tout le monde qui a un Apple Google Vision, Apple truc d'en face, là, en ce moment, avec les grosses lunettes. Là. Mais que ça soit accessible, je pense qu'on va être embêté, comme on dit avec. Tu vois, il y a quand même des choses que tu peux faire avec le digital qui te permet de protéger ton
asset, ton objet de collection physique aussi, parce que si tu joues beaucoup avec tes cartes, bon, bah, tu connais, mais bon, faut que tu mettes tes sleeves et tout, faut être précautionneux. Si tu joues en digital, tu te poses un peu moins la question, hein, tu mets tout bien protégé, double sleeve, top loader, tout ça dans ton classeur, et puis tu joues très bien. Tu peux jouer à l'autre bout du monde aussi, ce que tu peux pas faire. Moi, je joue à certains jeux. Il faut que je fasse un certain nombre de kilomètres pour trouver des cercles de joueurs, des boutiques où ils organisent des tournois et tout ça. Le digital, tu te poses moins la question. Donc, tu vois, je pense que c'est pas des choses qui s'opposent, c'est des choses qui se combinent vraiment. C'est vraiment pas un truc que je suis en train de vendre, quoi. C'est quelque chose. Tu peux avoir les deux. Tu peux être à fond dans la carte physique et la carte digitale. Juste, tu fais pas la même chose avec. Et la même chose avec tes comics, la même chose avec tes timbres, la même chose avec, tu vois, des timbres digitaux. Bon, bah, tu vas pas envoyer une lettre, tu vois. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est vraiment pour la philatélie digitale, si tu veux. C'est cool, tu vois, c'est bien. Et je pense que l'entrée, la Phygital, elle est parfaite. Le Phygital, pour moi, c'est quelque chose qui va permettre une transition douce. Parce que c'est une option qu'on va activer. Ouais. Souvent, ça va être des objets physiques qu'on va acheter. Tu as la contrepartie ou le certificat d'authenticité, peu importe la modalité que tu as choisi, ou les deux. Bref, les gens, ils s'en foutent, ils le font pas, tu vois, ils mintent pas, ils font pas leur truc. Et ceux qui sont un peu plus intéressés par ça, ils le font, ils ont leurs deux objets, ça revient au même, tu vois, et peu à peu, les gens vont s'y intéresser. Ça, c'est une de mes convictions personnelles pour le coup. Ah ouais. Et je pense que tu as raison, le point est là. C'est qu'il faut qu'on mixe les deux ensemble pour qu'on ait une évolution puis un progrès dans ce domaine-là. Le physical qui amène vers le digital, je pense que c'est la clé. Surtout si ton digital a des avantages ou des possibilités, t'offres l'opportunité de choisir quelque chose. Tu as peut-être le choix entre aller jouer à un jeu ou l'afficher dans ton showroom ou dans ton casque de réalité virtuelle. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, les petits chocolats dans les œufs Kinder, là, s'ils feraient des NFT que les jeunes puissent acquérir, se construire des collections, puis jouer à des petits jeux avec leurs amis en ligne. Oh my God! Les gens qui vont se mettre à collectionner de 5 ans vont collectionner des collections de Kinder Surprise. Je sais pas si tu comprends. Ouais, carrément. En plus, là, tu peux avoir un univers un petit peu à la... Ah mince, là, le truc des gamins. J'ai oublié. Bref, là où ils jouent là en ce moment tous les gamins, bref, mais tu peux avoir Roblox puis Minecraft. Oui, voilà, Roblox, excuse-moi, tu peux avoir des jeux à la Roblox à la con, et non, ça pourrait bien marcher en plus ça. Mais voilà, il y a tellement de choses à imaginer. Il faut juste être assez confiant vers l'avenir et avoir envie de créer, tu vois, pas de se dire j'aime pas ce truc-là, c'est vraiment pas bien. De toute façon, les choses. Moi, à titre personnel, je suis assez méfiant sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est IA générative et tout ça, parce que ça va vraiment faire mal à des parties de l'industrie, notamment créative. Tu vois, ça va être terrible. Mais c'est là, la techno, elle est là. C'est des gens qui croient qu'on va pas l'utiliser. Je veux dire, mais moi, je trouve que un dessin IA et un dessin de dessinateur, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste deux objets différents. Mais tu peux faire 50 dessins en 30 minutes et puis l'autre, il fait un dessin en 2 heures. Donc, on fera pas la même chose. Mais ça va devenir. Donc, il faut projeter et se dire comment j'utilise l'outil et à quoi aussi. À quoi ça ne doit pas servir, tu vois, parce que soit ça fait une concurrence trop déloyale, soit ça tue la créativité. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Ouais. Et, personnellement, j'aime beaucoup l'intervention, exemple, de l'IA qui crée des images, pour la simple et bonne raison que pour moi, ma perspective, je peux avoir tort puis elle peut changer dans le futur, même si vous voulez me la faire changer, laissez un commentaire, n'hésitez pas. Mais pour moi, ça a un avantage pour les artistes. Parce que justement, là, ton travail va être
pris à sa juste valeur. Si tu me fais vraiment une belle peinture, un vraiment beau dessin, tu sais, Léonard de Vinci avec la Joconde, on peut apprécier la valeur du travail. Maintenant, la Joconde, ils l'ont scanné, puis ils ont découvert qu'il y avait d'autres dessins en dessous. Tout ça, ça a une valeur tellement historique, tellement... C'est ce qui, selon moi, va donner une valeur aussi monétaire à tout ça. Tu sais, il n'y a pas ça du côté intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, j'ai envie de te dire, j'ai rien contre. Si je peux m'en servir pour les thumbnails, pour avoir de plus beaux thumbnails pour que vous ayez plus envie de cliquer sur des vidéos qui vous amènent des informations profitables pour vous autres, moi, j'adore l'intelligence artificielle. Tu sais, j'ai pas besoin d'un artiste que je paye 400$ pour une image qui me sert une journée. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'il y a des marchés, puis que si les artistes sont intelligents, comme ma belle-fille qui s'en va vers un futur d'artiste, ton travail va avoir beaucoup de valeur et ton temps aussi, je pense, dans le futur. Ouais, après, il va y avoir quand même une transition qui peut être brutale en vrai. Parce qu'il y a vraiment des activités qui vont disparaître. Hein. Ça, je vois pas autrement. Tout à fait. Mais il faut se le dire dès maintenant. Ou alors c'est interdit, mais je vois pas pourquoi cette techno sera interdite. Donc elle va devenir, elle est déjà là, et on en est qu'au début. Hein. Je sais pas si c'est intéressant de regarder les premiers dessins des premières IA génératives. Ça a progressé à une vitesse. Donc on est au début, on est vraiment au début du truc. J'utilise Midjourney à toutes les semaines, moi. Puis je peux te dire que je l'ai depuis la version 4, on est à la version 6. Donc toi, tu vois la progression. Mais après, ça amène tellement de questions sur les deepfakes, par exemple. Maintenant, tu sais plus détecter une fausse photo. Tu sais que si on fait un montage, dans certains pays, toi, t'aimes bien faire tomber des gens avec des histoires sordides et tout ça, parce que c'est un peu quelqu'un qui te casse les pieds au pouvoir. Donc, voilà, ça, c'est des aspects où tu te dis c'est chaud. Mais après, vraiment purement sur la créativité et tout, tu vas pouvoir faire du volume. En vrai, c'est l'IA qui va travailler pour toi. Mais il va quand même falloir lui faire des commandes qui, elles, seront peut-être créatives, etc. Donc, voilà, ça sera un autre travail, ça sera autre chose. Et puis nous, pour notre sujet, pour le digital, ce que je développe dans le premier podcast sur les comics. Donc, moi, j'aime le vrai dessin. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, comme ce dont tu parlais avec les cartes, l'odeur, le toucher, tout. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est très différent. Les ratures, il y a vraiment quelque chose. Et bref, mais c'est pas ça qu'on va demander à une IA. Et par contre, tu peux faire des choses donc avec le digital que tu peux pas faire avec le physique. Et à nouveau, avec l'IA, on va pouvoir interagir. Tu vois, il faut juste l'imaginer et avoir envie de faire des choses intéressantes avec ça, et pas juste faciliter la vie et pas payer les gens. Tu vois, c'est ça le truc. Ben, tu reviens avec les comic books, puis justement, je vais te demander si. Vu que tu es très comic book, si tu avais vu un petit peu, je vais essayer de voir si je suis capable. Non, t'as plus pas la bonne page. Vas-y, cherche, il n'y a pas de problème. Là, je vous montrais mes direct messages, c'était pas ça que je voulais vous montrer, ça ici. OK. T'as-tu vu ça passer? Ça, ici, il est écrit le futur of Marvel Comics, X-Men and Digital Comics. Oui, j'ai vu passer ça, effectivement. C'est ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, je vais faire la parenthèse rapide, pour ceux qui ne savent pas, là, dans le fond, le 14 de mars prochain, la VV Team s'en va faire une espèce de... comment tu appelles ça, Max? C'est pas une interview, mais... Comme une conférence? Ouais, c'est comme une conférence, exact. Dans un événement à Austin, au Texas, avec Marvel et Vivi sur la même scène, où ils vont parler du futur des comics books de X-Men et des digital comics. Mais pour ceux qui veulent essayer de lire entre les lignes, spéculer un petit peu, l'idée c'est que
pourquoi Marvel ferait une conférence officielle avec Vivi, je vais mettre en parenthèse avec Dan Crowder, parce qu'on sait que c'est Dan qui va être sur scène, dans un événement de musique. C'est un peu inusité, mais on a eu vent qu'il y aurait des big nouvelles par rapport à ça. Donc, tu l'as vu passer, t'en penses quoi? Ah bah, je suis ultra enthousiaste. Je suis très curieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dépêche de finir ce premier podcast, parce que j'aimerais qu'il sorte avant d'entendre ce qu'il raconte pour me dire, tiens, les histoires que j'imagine, les projections que j'ai, est-ce que c'est des questions qu'ils se posent eux-mêmes? Est-ce que on s'en va vers ça, ou alors c'est carrément une autre proposition? Donc moi, le fond de ma pensée, c'est qu'aujourd'hui, Vivi et Marvel se reposent un petit peu sur leur laurier. Ils sont pas très créatifs là depuis un petit moment, donc ils l'ont été avec les couvertures exclusives. Ils ont vu que ça marchait bien et tout, mais ils n'ont pas exploré. Voilà, ce que moi je peux imaginer sur le digital, ce que tu peux faire. Donc on peut faire vraiment plein de choses, et on l'a pas encore sur Vivi. Tu vois, même des choses que tu as sur d'autres plateformes, par exemple. Sur Virtua, leur tout premier comics digital, eh ben, certaines des covers étaient animées tout de suite. Je savais que tu t'en allais avec ça. Je savais que tu t'en allais avec ça. Je suis content que tu en parles. T'as comment ça s'appelle sur Candy, anciennement sur la plateforme Palm, en tout cas d'ici NFT Universe. T'avais aussi des... Alors, ça allait pas loin, mais tu vois, ils exploraient cette animation de la couverture. Mais sauf que tu peux animer d'autres choses, et puis tu peux faire vraiment plein de trucs. Donc, est-ce que, ça y est, ils se sont dit, en vrai, on vend du comic digital, des NFT. Est-ce que on a un nouveau segment? Alors, ok, ça ramène pas autant d'argent qu'un film Avengers, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans et de faire une vraie proposition créative que juste ressortir des comics qui ont entre 60 ans et 3 mois, tu vois? C'est ça la question. Et j'espère qu'ils ont envie de créer. Et le problème, en général, de Marvel, pour ceux qui connaissent un petit peu, que je vous exposerai donc dans le podcast, c'est que c'est quand même c'est vraiment dans l'industrie, et c'est une machine qui a souvent eu des recettes qui marchent. Et une fois qu'ils ont la recette, ils l'utilisent jusqu'à ce que les gens en ont marre. Et après, quand vraiment c'est mort, ils essayent de retrouver quelque chose. Et je trouve que pour les films, c'est vraiment ça. Ça y est, ok, ils ont fait des super films qui ont vraiment cartonné au box-office. Ça marche encore, mais ça marche par habitude, parce que les derniers sont quand même beaucoup moins bons. Ou alors, voilà, on connaît la sauce, donc voilà, ça fait 10 fois que tu nous sors des trucs. Donc là, c'est un peu ce sentiment que j'ai avec les comics Marvel sur Vivi. Je kiffe, hein, je collectionne les ultra rares exclusives et tout ça depuis le début, quasiment. Mais tiens, s'ils pouvaient nous sortir quelque chose d'autre, ça me ferait plaisir. Si ça pouvait combiner, voilà, je sais pas. Et bon, bah là, j'avoue qu'il y a une petite promesse. Je sais pas. Je suis très curieux de ce que Dan va raconter ce jour-là. Et j'ai envie de dire, encore une fois, je sais pas si c'est un lien, mais avant que tout ça arrive, moi à CryptoXR, j'ai dit à David, je peux-tu avoir la chance, l'honneur de t'avoir sur mon podcast, t'sais? Il me dit ben oui, écris-moi un courriel, etc. Quand je lui ai écrit, il m'a dit oui, il dit je vais absolument venir. Il dit par contre, il dit avant quart 2 sur 3 de 2024, il dit je peux pas parce qu'on a trop de choses qui s'en viennent, de grosses nouvelles à annoncer, des trucs, etc. Donc il dit avant, je ne peux pas. Puis là, ben ça arrive. C'est un peu comme oh, big news. Puis encore une fois, je crois, peut-être vous pourriez aller demander pour ceux qui sont curieux, mais je crois que c'est Sanjay qui a dit, il dit, j'ai eu rumeur et j'attends de grosses nouvelles pour le mois de mars. Puis le lendemain, il m'a envoyé cette photo-là, avant même qu'elle ait été partagée un peu partout, qu'on l'ait vu sur Twitter. Il me dit, regarde ça ici, il dit, d'après moi, ça c'est très important. Donc là, tout ça me donne l'impression que justement, ils s'en vont du côté que tu disais là. Ils s'en vont vers des comic books
animated, probablement utilisable dans le VR, AR, peut-être même en lien avec Vivi, en fait, parce que, comme je disais, si Dan est pour être sur scène, ça pourrait être leur prochain but, un peu. On sait que c'est X-Men qui est écrit, c'est pas Marvel, donc ils s'en vont pas nécessairement avec tous les super-héros, mais si X-Men, ça marche bien, après, pourquoi pas essayer d'autres choses? Ouais, et puis peut-être que... Parce que pour les X-Men, en vrai, il y a des choses qui sont en préparation. Peut-être qu'ils vont créer du contenu original. En vrai. Ça peut être aussi ça, la surprise. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'existent pas. Et donc là, ils nous font... tu vois, c'est pas une réédition augmentée. C'est là... et donc sur les X-Men, normalement... On attend des choses, donc peut-être parmi toutes ces choses-là, il y aura du comics digital, augmenté, connecté, gamifié, personnalisé. Franchement, je peux te tirer la ficelle dans tous les sens là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là, personnalisé? Tu m'intrigues avec le mot personnalisé. Bah, pour pas tout dévoiler, mais par exemple, tu as un projet concurrent, donc DC, Palm et maintenant Candy, ils avaient les bad calls. Donc, tu achetais un bad call et puis ça donnait des droits, notamment des avantages pour avoir les drops et puis d'autres accès. Mais ces bad calls, c'est un peu le principe de certaines collections NFT. C'est un motif qui est décliné avec une IA à l'infini. Et donc, il y en a un peu moins de 12 000 qui ont été mintés. Donc, tu as 12 000 bad calls différents dans une collection bad call. Eh bien, tu pourrais imaginer que les gens qui dropent les comics et qui sont détenteurs du bad call, ils aient les caractéristiques de leur bad call je sais pas, dans le comics, tu vois, sur les couleurs, sur des... En fait, c'est des trucs très simples avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je te dis, tu vois, si tu as envie d'utiliser de manière créative ces choses-là, et du coup, chacun a son comics unique d'une certaine manière, mais dans une série de 5 000 ou 10 000, de ce que tu veux, avec peut-être des niveaux de rareté qui se joueraient de manière différente. Et puis après, tu peux personnaliser de multiples façons. Mais ça, c'est un simple exemple. C'est ce que je voulais, un exemple, puis je t'avoue que ça fait beaucoup de sens. Ça serait même ça permettrait une espèce de gage de fidélité pour le collectionneur et peut-être même celui qui s'implique dans le jeu éventuellement, s'il peut avoir des jeux, comme on parlait avec les jeux de cartes en arrière de tout ça. J'avoue qu'on parle de perspectives beaucoup plus intéressantes. Là. On est dans le progrès, là, parce que dans la mesure où tu me parles, j'ai l'impression de voir le futur du Web 3 quand on ne parlera même plus de Web 3. En fait. Puis je suis super bullish parce que on en est probablement plus proche qu'on le pense. Ah oui, mais en plus, je trouve techniquement ce dont je parle, pas tout, mais c'est des choses assez faciles à réaliser. Hein. C'est juste, faut avoir envie et se poser ces questions aussi, de se dire, bah tiens, si j'étais lecteur dans une ambiance Web3, qu'est-ce que j'offrirais? Alors qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils proposent en général, c'est plutôt vraiment la collection, c'est de la réplique de la collection physique en digital. Ça fait un temps, c'est cool, mais et maintenant, une des questions qu'on avait eues une fois avec Ecovie Actu, donc Olivier et Julien, ils m'avaient invité sur qu'est-ce qui restait finalement comme gros comics Marvel. Donc j'avais fait un petit travail où voilà, j'ai essayé de me dire bah tiens, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui vraiment un collectionneur de comics Marvel attendrait. Et puis la conclusion, c'est qu'il n'en reste pas non plus 50 000. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils sont pas obligés de rééditer des anciens comics, tu vois. Ils peuvent faire des choses nouvelles. Et donc pourquoi aller sur du digital plutôt que d'aller dans les kiosques? Parce que ton comics, il est différent et c'est pas un comics normal, c'est un autre comics, un autre format. On invente quelque chose de nouveau. Et ça, peut-être que Marvel se pose la question, peut-être qu'il se pose la question. J'espère.
Et en tout cas, s'ils le font pas, de toute façon, d'autres le font. Ça, c'est sûr. Il y a forcément, je veux dire, je suis pas un génie, tu vois, je suis pas le seul à m'intéresser à ces questions-là. Donc, t'inquiète qu'il y a des gens qui sont créatifs, il y a des scénaristes, il y a des dessinateurs, il y a des éditeurs. Ils se posent la question, c'est sûr. Et dans l'indé, à mon avis, dans l'indé, il va se passer des très très belles choses. Ouais, t'as raison. D'après moi, on est bien positionné, peu importe en fait le projet, parce que bon, oui, on est tous les deux Eevee, mais moi, c'est parce que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais j'ai d'autres projets dans lesquels je suis investi. C'est juste parce que je vois pas l'intérêt d'y mettre du temps d'en parler sur ma chaîne. J'en mets déjà beaucoup sur Omi et Komi. Donc, c'est le pourquoi. Mais exemple, moi, je pense que des projets comme Illuvium ont beaucoup de potentiel. Immutable X, on pourrait partir comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de me pencher sur des projets comme les cartes que tu parlais, là, le nouveau projet qui semblait pas digital finalement. Je prends pas le temps de regarder nécessairement, mais je pense qu'on a quand même une direction dans laquelle on s'en va qui nous permet de nous sentir bien puis d'être bullish sur l'aventure là, qui s'en vient en avant de nous autres. Carrément, carrément. Great. Ça fait combien de temps je te retiens? Hein? Ça fait un petit moment, là. Ça fait 1h15. Là. 1h15, là. Bon, ben, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Quoi, si tu veux continuer, on continue tout 4 heures comme ça. C'était bien. En plus, on finit sur une note assez positive, je trouve. Ouais, puis de toute façon, je te réinvite. Quand tu veux, dans les prochaines semaines, je suis un peu booké, mais d'après moi, d'ici un mois ou deux, on a le temps, on fera un petit survol des nouvelles, VeVeVerse, ton nouveau podcast, on pourra reparler de tout ça. Et ben avec plaisir, Jess. Super. Donc, je vous envoie tout le monde dans les commentaires ou dans la description du vidéo pour la chaîne de 101 Pop, le Twitter de Max, le Twitter de Benjamin également. Je vais peut-être même en profiter pour faire un peu de Ecovie Actu. On en a parlé tantôt, hein, petit shout-out rapide. Puis, yeah. Olivier Web3, du coup. Et puis voilà. Non, c'est chouette. Merci en tout cas pour l'invitation. C'était très sympathique. J'ai beaucoup parlé, là, je me rends compte. Mais bon, c'était agréable. Et puis, avec un grand plaisir là, pour une prochaine fois. Quoi. Super. Peace. Ciao, Jess. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit dans le passé, n'hésitez pas à fracasser le bouton like de la chaîne, vous inscrire et bien sûr, allez faire la même chose avec la chaîne de 101 Pop, VeVeMax sur le Twitter. Les liens sont dans la description du vidéo, manquez pas ça. On se revoit prochain show. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.